Au cœur d'un enfer volcanique en Islande, un hélicoptère s'écrase, laissant un seul survivant, un expert en pyrotechnie d'Hollywood, un homme qui passe sa vie à créer de fausses explosions. Entouré de gaz toxiques et d'un froid glacial, il doit maintenant utiliser sa connaissance intime de la chimie pour survivre. Il ne combattra pas la nature, il collaborera avec elle, transformant le paysage toxique en son propre laboratoire de fortune pour créer de l'air, de la chaleur et un dernier spectacle grandiose pour sa survie. Si vous aimez les récits où la science devient l'arme ultime, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Léo Tremblay était un monde de chaos contrôlé. Sur les plateaux de tournage des plus grands blockbusters hollywoodiens, il était un dieu discret, un alchimiste qui transformait des poudres inertes en boules de feu spectaculaires, des liquides inoffensifs en explosions cataclysmiques. Il était un ingénieur en effets pyrotechniques, un métier qui exigeait la précision d'un chimiste, l'âme d'un artiste et les nerfs d'un démineur. Il ne créait pas de danger, il créait l'illusion du danger, une symphonie de flammes, de fumée et de sons, parfaitement chorégraphiée pour tromper l'œil de la caméra sans jamais blesser un seul acteur. Son travail était une science de la perception. Il connaissait la différence de couleur entre une explosion à base de propane et une à base de nafte, la manière de créer une fumée noire et huileuse pour un film de guerre ou une fumée blanche éthérée pour un film de fantasy. Il était un peintre dont les pigments étaient des composés chimiques et dont la toile était l'air. Cette obsession pour le réalisme, pour la puissance brute de la nature, l'avait mené en Islande. Il était en repérage pour le prochain film de science-fiction d'un réalisateur de renom, un film qui se déroulait sur une planète volcanique hostile. Le réalisateur, fatigué des fonds verts et des effets numériques, voulait du réel. Il voulait la texture de la vraie cendre, la lumière étrange filtrée par un vrai nuage volcanique, la majesté terrifiante d'un vrai paysage de lave. Et c'est pourquoi Léo se trouvait maintenant dans un hélicoptère, survolant les hautes terres islandaises, en direction du volcan Rafntinnusker, le souffle de glace, qui venait d'entrer dans une phase éruptive mineure. À côté de lui, le pilote, un Islandais bourru nommé Gunnar, semblait nerveux. Le ciel, au loin, n'était pas bleu, mais d'un gris-brun menaçant, un plafond de cendres qui s'étendait à perte de vue. « On ne devrait pas s'approcher autant, dit Gunnar, sa voix tendue dans le casque de Léo. Cette cendre, c'est du verre. C'est du poison pour les turbines. Léo, lui, était fasciné. Il regardait le panache de cendres avec l'œil d'un artiste. Il voyait les volutes, les textures, la manière dont la lumière se diffusait à travers la poussière. C'était le plus grand effet de fumée qu'il ait jamais vu, un effet qu'aucun ordinateur ne pourrait jamais répliquer à la perfection. Juste un peu plus près, Gunnar, insista Léo. J'ai besoin de prendre des photos. Le studio paie bien pour le risque. Gunnar, à contre-cœur, obéit. Ils entrèrent dans la bordure du nuage de cendres. L'atmosphère dans le cockpit changea instantanément. La lumière du jour devint un crépuscule sombre et ocre. Une fine poussière commença à s'infiltrer par les bouches d'aération, et une odeur âcre de soufre remplit la cabine. Puis, le bruit du moteur changea. Le vrombissement régulier de la turbine fut remplacé par une toux, puis par un gémissement strident. « On a un problème !» cria Gunnar, luttant avec les commandes. « Les compresseurs s'étouffent. On perd de la puissance. » L'hélicoptère commença à perdre de l'altitude, tombant comme une pierre dans le brouillard de cendres. Les alarmes se mirent à hurler, une cacophonie de signaux de détresse. Léo sentit son estomac se nouer. Le spectacle n'était plus un spectacle. Le danger n'était plus une illusion. Il était réel. Il vit le visage de Gunnar, un masque de concentration et de peur. Il vit, à travers le pare-brise couvert de cendres, le sol noir et déchiqueté de la plaine volcanique qui se rapprochait à une vitesse terrifiante. Il y eut un choc brutal, un bruit de métal qui se déchire, et le monde d'ordre et de chaos contrôlé de Léo Tremblay bascula dans le chaos pur et simple. L'éveil fut une agression. Une douleur fulgurante dans son épaule, le goût métallique du sang dans sa bouche, et une obscurité quasi totale. Léo était suspendu, la tête en bas, retenu par sa ceinture de sécurité dans le cockpit déformé de l'hélicoptère. Le silence qui suivit le fracas de l'accident était assourdissant, seulement troublé par le crissement du métal qui se refroidissait et le sifflement du vent à l'extérieur. Il appela le nom de Gunnar, mais ne reçut aucune réponse. Il réussit à se détacher et tomba lourdement sur ce qui était maintenant le plafond de la cabine. Il rampa jusqu'au corps inerte du pilote. Il était mort, tué sur le coup. Une vague de nausée et de chagrin submergea Léo. Il était seul. Mais une autre sensation, plus urgente, commença à l'envahir. Une brûlure. Une brûlure dans ses poumons, dans sa gorge, dans ses yeux. L'air qu'il respirait était un poison. Il toussa, une toux sèche et douloureuse qui ne lui apporta aucun soulagement. Il comprit immédiatement. Les gaz volcaniques. Le dioxyde de soufre, le sulfure d'hydrogène.
Des gaz mortels, plus lourds que l'air, qui devaient s'accumuler dans la cuvette où il s'était écrasé. Il devait sortir. Dehors. Maintenant. Il trouva une ouverture dans le plexiglas brisé du pare-brise et se hissa à l'extérieur. Le monde dans lequel il émergea était un paysage de cauchemar, une vision de l'enfer de Dante. Il s'était écrasé au pied du volcan, dans une plaine de sable volcanique noir et de roches déchiquetées. Le ciel était un plafond bas et menaçant de cendres grises, d'où tombait une fine neige de poussière. Le silence était total, mais l'air était rempli d'une odeur insoutenable de soufre, une odeur d'œufs pourris et d'allumettes brûlées qui lui prenait à la gorge. Il rampa loin de l'épave, cherchant de l'air pur. Mais il n'y en avait pas. L'atmosphère entière était toxique. Chaque inspiration était une agression, une lame chimique qui coupait ses poumons. Il sentit ses forces l'abandonner, sa vision se brouiller. Il savait qu'il n'avait que quelques minutes avant de perdre connaissance et de mourir asphyxié. C'est alors que son esprit de chimiste, prit le relais de son corps paniqué. Il ne pouvait pas changer l'atmosphère. Mais il pouvait peut-être la filtrer. Il pensa aux masques à gaz, à leur principe de fonctionnement. Il avait besoin d'un filtre. Il déchira une manche de sa veste épaisse. Il avait besoin d'un agent neutralisant. L'eau. Il se souvint de sa gourde, qui était restée dans l'hélicoptère. Il rampa à nouveau vers l'épave, retenant sa respiration autant que possible. Il trouva sa gourde, miraculeusement intacte. Il versa un peu d'eau sur le morceau de tissu, le rendant humide. Le dioxyde de soufre, il le savait, est très soluble dans l'eau, où il forme de l'acide sulfureux. Un simple filtre humide pouvait en absorber une grande partie. Il plaça le tissu humide sur sa bouche et son nez et inspira. L'air était toujours âcre, mais la sensation de brûlure était moins intense. C'était un sursis. Un sursis précaire, mais un sursis quand même. Il avait gagné quelques minutes de vie. Il s'assit, le dos contre une roche, essayant de calmer sa respiration, son esprit tournant à plein régime. Il était piégé dans un laboratoire toxique à ciel ouvert. Et pour survivre, il allait devoir utiliser les principes de la chimie non pas pour créer des spectacles, mais pour recréer la chose la plus fondamentale de toutes, un air respirable. Le filtre humide était une solution temporaire, une digue de fortune contre un océan de poison. Léo savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Le tissu saturerait rapidement, et l'eau s'évaporerait. Il avait besoin d'une solution plus durable, plus efficace. Il avait besoin de neutraliser les gaz acides, pas seulement de les absorber. Il avait besoin d'une base. Son esprit de pyrotechnicien, habitué à manipuler des poudres et des composés, commença à scanner son environnement, non pas à la recherche de plantes ou d'animaux, mais de minéraux, de réactifs. Le sol sur lequel il était assis était une pharmacopée potentielle. Il était composé de cendres volcaniques. Et la cendre, il s'en souvint de ses cours de géologie, n'est pas chimiquement neutre. Sa composition varie énormément en fonction du type de volcan. Certaines cendres sont acides. D'autres sont basiques ou alcalines, riches en oxyde de calcium, de magnésium, de sodium. Il avait besoin de connaître le pH de la cendre qui l'entourait. Mais comment le tester? Il n'avait pas de papier pH. Il fouilla dans son sac de survie, un petit kit qu'il avait toujours avec lui lors de ses voyages de repérage. Il y avait une boussole, un couteau, une couverture de survie, des allumettes étanches et un petit kit de purification d'eau. Ce kit contenait non seulement des comprimés d'iode, mais aussi un petit flacon de réactif testeur de pH, utilisé pour vérifier la potabilité de l'eau. C'était un coup de chance inouï. Il prit une poignée de la cendre grise et fine qui recouvrait le sol. Il la mélangea avec un peu d'eau de sa gourde dans une tasse en métal qu'il avait récupérée de l'épave, créant une boue grise. Il versa quelques gouttes de son réactif dans la boue. Il attendit, le cœur battant. La boue se colora lentement. Elle ne vira pas au rouge, acide, ni ne resta neutre. Elle prit une teinte bleutée. Faible, mais nette. La cendre était alcaline. C'était la découverte la plus importante de sa vie. Il avait son agent neutralisant. Il se mit immédiatement au travail pour construire un véritable appareil respiratoire improvisé. Il retourna à l'épave. Il avait besoin de plusieurs couches de filtration. Il déchira de grands morceaux de la doublure en coton de sa veste. C'était sa première couche, pour les particules de cendre les plus grosses. Il avait besoin d'un filtre à charbon actif, pour absorber les composés organiques volatiles et une partie des gaz. Il trouva du charbon dans les débris calcinés de l'un des sièges de l'hélicoptère. Il le pulvérisa en une poudre fine. Enfin, il avait besoin de sa couche de neutralisation chimique. Il fit une pâte épaisse en mélangeant la cendre volcanique avec de l'eau. Il assembla son masque. Il utilisa la carcasse d'une des boîtes noires de l'hélicoptère,
qu'il vida de ses composants électroniques grillés pour créer une sorte de boîtier. Il y superposa ses couches de filtration, d'abord le coton, puis une épaisse couche de sa pâte de cendre alcaline, puis une couche de charbon en poudre, et enfin une autre couche de coton. Il utilisa des lanières de cuir des sièges pour créer des sangles. Le résultat était un objet lourd, laid, post-apocalyptique. Mais c'était peut-être l'objet le plus important qu'il ait jamais construit. Il l'ajusta sur son visage, le serrant fermement pour assurer l'étanchéité. Puis, il prit sa première inspiration. L'air qui entra dans ses poumons était frais, propre. L'odeur de soufre avait presque entièrement disparu. La sensation de brûlure avait cessé. C'était un miracle. Un miracle de la chimie. Il avait recréé une petite bulle d'air respirable au milieu de l'enfer. Il se sentit envahi d'un immense soulagement, mais aussi d'une nouvelle confiance. Il n'était plus une victime passive de l'environnement. Il était un acteur. Il pouvait utiliser sa connaissance pour manipuler les éléments, pour transformer le poison en antidote. Il avait gagné la bataille pour l'air. Mais une nouvelle bataille, tout aussi cruciale, s'annonçait déjà, la bataille contre le froid. Avec un air respirable, la conscience de Léo put se concentrer sur la deuxième menace immédiate, le froid. Le nuage de cendres volcaniques agissait comme un parasol géant, bloquant la lumière du soleil et faisant chuter la température de manière drastique. Bien qu'il fût au milieu de la journée, l'air était glacial, bien en dessous de zéro. Son corps, déjà en état de choc, commençait à perdre de la chaleur à une vitesse alarmante. Il grelottait, et ses doigts, exposés à l'air, commençaient à s'engourdir. Il savait que l'hypothermie était un tueur silencieux et efficace. Il avait besoin d'une source de chaleur. Un feu. C'était la réponse évidente, primale. Il avait des allumettes étanches dans son kit de survie. Mais en regardant autour de lui, il réalisa l'absurdité de cette idée. Il n'y avait rien à brûler. Le paysage était un désert de roches volcaniques et de cendres. Pas une seule branche d'arbre, pas une seule touffe d'herbe sèche. De plus, il y avait un autre danger, plus subtil. Il savait que les éruptions volcaniques peuvent libérer des gaz inflammables, comme le méthane ou l'hydrogène, qui peuvent s'accumuler dans les dépressions du terrain. Allumer une flamme nue dans cet environnement était incroyablement risqué. Une simple étincelle pourrait provoquer une explosion. C'était une ironie cruelle. Lui, le maître du feu, l'homme qui passait sa vie à créer des explosions contrôlées, ne pouvait pas allumer un simple feu de camp. Il avait besoin d'une autre solution. Une source de chaleur sans flamme. Son esprit de chimiste se remit en marche. Il pensa aux chaufferettes chimiques, ces petits sachets que les skieurs et les alpinistes utilisent pour se réchauffer les mains. Il connaissait leur principe de fonctionnement. Elles sont basées sur une réaction d'oxydation rapide du fer. Lorsqu'on ouvre le sachet, la poudre de fer à l'intérieur entre en contact avec l'oxygène de l'air et rouille très rapidement. Cette réaction, l'oxydation, est exothermique, elle dégage de la chaleur. Il avait besoin de reproduire ce principe. Il avait besoin de fer, d'un catalyseur pour accélérer la réaction, généralement du sel, et d'un moyen de contenir le tout. Il commença sa quête de réactifs. Il retourna à l'épave de l'hélicoptère. Il chercha des pièces en fer ou en acier non traité. La plupart des pièces structurelles étaient en alliage d'aluminium ou de titane, inutiles. Mais il finit par trouver ce qu'il cherchait, la chaîne d'arrimage du fret, une lourde chaîne en acier brut, déjà couverte d'une fine couche de rouille. Il utilisa une pierre pour en détacher des éclats de rouille, l'oxyde de fer, Fe2O3. C'était son principal réactif. Il avait besoin de fer métallique pur, sous forme de poudre pour maximiser la surface de contact avec l'air. Il utilisa une grosse pierre plate comme enclume et une autre comme marteau pour écraser un maillon de la chaîne, le réduisant en une poudre grossière. C'était un travail épuisant, mais après 1 heure, il avait un petit tas de poudre de fer. Il avait besoin d'un catalyseur. Le sel. Il fouilla dans son kit de survie et trouva un petit sachet de sel, normalement destiné à assaisonner ses rations. C'était une ressource précieuse, mais il savait que la chaleur était plus importante que le goût. Il avait tous ses ingrédients. Il ne lui restait plus qu'à les mélanger et à initier la réaction. La création de sa première source de chaleur fut une expérience menée avec la précision d'un scientifique et l'urgence d'un homme au bord de l'hypothermie. Léo utilisa la tasse en métal de son kit de survie comme récipient de réaction. Il y mélangea soigneusement la poudre de fer, les éclats d'oxyde de fer, la rouille, une pincée de sel et un peu de charbon de bois pulvérisé qu'il avait gardé de la fabrication de son masque. Le charbon, poreux, aiderait à retenir l'humidité et à distribuer l'oxygène. Il avait maintenant son mélange. Il ne manquait que l'activateur, l'eau. Il versa une petite quantité d'eau de sa gourde sur la poudre. La réaction fut presque instantanée.
Un léger sifflement se fit entendre, et la poudre commença à dégager une fine vapeur. Il posa sa main sur la tasse en métal. Elle était tiède. Puis, de plus en plus chaude. En quelques minutes, elle devint si chaude qu'il pouvait à peine la tenir. Il l'enveloppa dans un morceau de tissu pour ne pas se brûler et la serra contre sa poitrine. Une vague de chaleur bienfaisante se propagea dans son corps, chassant le froid, dégelant ses muscles engourdis. C'était un succès. Un succès total. Il avait créé une chaufferette chimique, une petite fournaise portable. La chaleur dura plusieurs heures, lui permettant de survivre à la chute de température qui accompagnait la nuit. Mais il savait que ce n'était qu'une solution à court terme. Il avait utilisé une partie de sa précieuse eau potable pour la réaction. Il ne pouvait pas se permettre de gaspiller de l'eau. Il devait trouver une autre source d'humidité. Il réfléchit. Le paysage autour de lui était un désert de roches et de cendres, mais il y avait une chose en abondance, la glace. Non loin de l'épave, il y avait une petite langue de glacier, une rivière de glace ancienne qui descendait des sommets. La glace, c'était de l'eau solide. Le lendemain, il se dirigea vers le glacier. Il utilisa son couteau et une pierre pour en détacher des morceaux de glace. Il les ramena à son campement et les plaça dans un grand morceau de tôle de l'hélicoptère, qu'il utilisa comme un plateau. Il prépara un nouveau mélange exothermique dans sa tasse et plaça la tasse au milieu du plateau de glace. La chaleur de la réaction commença à faire fondre la glace environnante. Il avait maintenant une source d'eau, bien que non potable, et une source de chaleur. Il était en train de créer un système en boucle fermée. La chaleur faisait fondre la glace, et l'eau de la glace pouvait être utilisée pour de nouvelles réactions. Avec une source d'air respirable et une source de chaleur durable, Léo avait gagné les deux batailles les plus cruciales pour sa survie. Il pouvait maintenant se permettre de penser à plus long terme. Il commença à transformer l'épave de l'hélicoptère en une véritable forteresse chimique, un abri conçu pour résister à l'environnement toxique et glacial. Il utilisa des panneaux de tôle et des couvertures de survie pour sceller les ouvertures de la cabine, créant un espace de vie relativement isolé. Il installa son système de chauffage au centre de la cabine, la chaleur de ses réactions exothermiques maintenant la température intérieure à un niveau supportable. Il perfectionna son système de production d'eau. Il découvrit que l'eau de fonte du glacier était légèrement acide, probablement à cause du dioxyde de soufre dissous. Avant de la boire, il devait la neutraliser. Il utilisa la même cendre alcaline que pour son masque, la mélangeant à l'eau et la laissant décanter pour en corriger le pH. Il avait maintenant de l'air, de la chaleur et de l'eau potable. Il était devenu un micro-écosystème autosuffisant au milieu de la désolation. Il passa les jours suivants à explorer son environnement, non plus dans la panique, mais avec la curiosité d'un scientifique. Il était dans le laboratoire le plus extraordinaire du monde. Il commença à cataloguer les différents types de minéraux qu'il trouvait. Il identifia des dépôts de soufre pur, d'un jaune éclatant, près des fumerolles. Il trouva des cristaux de gypse, de la pyrite, le l'or des fous, et une variété de roches volcaniques aux textures et aux compositions différentes. Chaque découverte était une nouvelle opportunité, un nouvel ingrédient potentiel pour ses expériences de survie. Il commença à raffiner sa recette de chaufferette chimique. Il découvrit qu'en ajoutant une petite quantité de soufre pulvérisé à son mélange de fer, la réaction était plus lente mais durait beaucoup plus longtemps. Il apprit à contrôler la température en ajustant les proportions des différents réactifs. Il était en train de maîtriser la chimie de son environnement. Il n'était plus une victime de la nature. Il était devenu son collaborateur, son partenaire. Il utilisait les propres poisons du volcan, la cendre, le soufre pour survivre. Après plus d'une semaine de survie, Léo savait qu'il ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Ses réserves de nourriture, bien que rationnées, s'épuisaient. Et il y avait toujours le risque d'une nouvelle éruption, plus violente. Il devait trouver un moyen d'attirer l'attention, d'envoyer un signal de détresse. Un simple feu de fumée était hors de question. La fumée se confondrait avec les émissions du volcan, et le nuage de cendres la rendrait invisible depuis le ciel. Il avait besoin de quelque chose de plus puissant, de plus spectaculaire. Il avait besoin d'un signal pyrotechnique. C'était son métier. C'était son article. Il se sentit envahi d'une excitation presque joyeuse. Il allait réaliser le spectacle le plus important de sa vie. Il commença par chercher les ingrédients de base de la poudre noire, le salpêtre, nitrate de potassium, le soufre et le charbon de bois. Il avait déjà le soufre et le charbon. Le salpêtre était le plus difficile à trouver. Il se souvint d'avoir lu que le salpêtre se forme parfois naturellement dans les grottes sèches, à partir de la décomposition du guano de chauve-souris. Il explora les nombreuses petites grottes et crevasses au pied du volcan. Et il finit par le trouver. Une efflorescence blanche et poudreuse sur les parois d'une petite caverne.
Il avait ces 3 ingrédients. Il les purifia et les broya en une poudre extrêmement fine, un travail dangereux qu'il effectua avec une précaution infinie. Il mélangea ensuite les poudres dans les proportions exactes qu'il connaissait par cœur, 75% de salpêtre, 15% de charbon, 10% de soufre. Il avait de la poudre noire. Mais une simple explosion ne suffirait pas. Il avait besoin de lumière. Une lumière intense, capable de percer le nuage de cendres. Il avait besoin de magnésium. Il retourna à l'épave de l'hélicoptère. Il savait que certains alliages utilisés dans l'aéronautique, en particulier dans le carter de la boîte de vitesse, sont très riches en magnésium. Il utilisa une pierre dure pour gratter la surface du carter, produisant une fine poudre de magnésium argenté. C'était un travail long et fastidieux, mais après plusieurs heures, il avait une petite quantité de ce métal hautement inflammable. Il assembla son signal. Il plaça la poudre noire dans un tube métallique qu'il avait récupéré, créant une sorte de bombe artisanale. Au sommet, il plaça sa poudre de magnésium. Il fabriqua une mèche avec un lacet de chaussure imbibé d'un mélange de graisse et de poudre noire. Tout était prêt. Il attendit. Il attendit d'entendre un son qui ne soit pas celui du volcan ou du vent. Il attendit pendant 2 jours. Le 3e jour, il l'entendit. Un son lointain, un bourdonnement faible mais régulier. Un avion. Probablement un avion de recherche, volant au-dessus du nuage de cendres, cherchant à l'aveugle. C'était sa chance. Il transporta son engin pyrotechnique sur une petite colline qui dominait la plaine, pour une visibilité maximale. Il alluma la mèche. Elle grésilla, une petite étincelle de vie dans le paysage gris. Il courut se mettre à l'abri derrière un rocher. L'explosion fut spectaculaire. D'abord, une lumière aveuglante. La poudre de magnésium s'enflamma dans un flash d'une blancheur incandescente, si intense qu'il illumina tout le paysage comme en plein jour, perçant le nuage de cendres comme un phare. Immédiatement après, la poudre noire explosa avec un boom assourdissant qui se répercuta en écho sur les parois du volcan. Une colonne de fumée blanche et épaisse monta droit dans le ciel, un point d'exclamation artificiel dans le gris monotone. C'était un signal qui ne pouvait pas être ignoré. Il attendit, le cœur battant. 10 minutes plus tard, il entendit le son se rapprocher. Ce n'était plus un avion. C'était un hélicoptère. Il le vit enfin, une silhouette sombre descendant à travers une trouée dans les nuages. L'hélicoptère des gardes-côtes islandais. Il l'avait vu. Le soulagement fut si immense que ses jambes se dérobèrent. Il resta assis dans la cendre, regardant l'hélicoptère se poser. L'équipe de secours qui en descendit, vêtue de combinaisons et de masques à gaz, le regarda avec une stupéfaction totale. Il voyait un homme seul, au milieu d'un paysage toxique, à côté des restes d'une explosion. Il s'attendait à un survivant désespéré. Ils trouvèrent un chimiste au travail. Lorsqu'ils le ramenèrent à Reykjavik, son histoire sembla d'abord incroyable. Mais les preuves étaient là, dans son campement de survie, dans ses outils improvisés, dans sa maîtrise de la chimie de l'environnement. Léo Tremblay, le pyrotechnicien d'Hollywood, était devenu une légende. Il n'avait pas combattu la nature. Il l'avait utilisée. Il avait transformé le laboratoire le plus hostile du monde en son propre atelier de survie. Il avait survécu non pas malgré le volcan, mais grâce à lui. Il avait réalisé le plus grand spectacle de sa vie, sans caméra, sans public, avec pour seul enjeu sa propre vie. Et c'était la seule performance qui comptait vraiment.